Excellent. Là, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Bonjour. Euh, nous sommes une fois de plus contentes de vous recevoir ce jour. Alors, bienvenue sur le direct des femmes indignées TANAP. Je suis ici avec Ida la Camerounaise et je suis accompagnée de la FIT Marie-Victoire, à qui je vais demander d'activer son micro. Bonjour Lafitte Marie-Victoire. Oui, bonjour Ida. Bonjour à tous qui se connectent en ce moment. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Lafitte Marie-Victoire. Je vais demander à Lafitte Annie Lamar. Bonjour. Elle est fit dans toutes les casquettes. Aujourd'hui, elle est une fit. On va lui dire bonjour. Active ton micro. Ça va? Oui. Ça va? Ok. Alors, bonjour à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Bonjour au peuple camerounais. Et voilà, bonjour à tous les combattants de la diaspora. Merci. Excellent. Bonjour à la fille Agnès Lamar, comme je viens de dire. Aujourd'hui, c'est une fille. Elle est fille dans toutes les casquettes, mais elle est chez Voilà. nous aujourd'hui en tant que fille. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée que vous savez très bien, mais nous voulons garder le meilleur pour la fin. Nous attendons d'abord que vous partagez ce direct au maximum avant de la présenter. Pour ce faire, comme à l'habitude, nous vous mettons une chanson. Et aujourd'hui, nous allons vous mettre la chanson de Willy de Paris, l'activiste, qui est, vous la connaissez bien, One Day, One Day. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le thème de notre direct, c'est on va essayer de penser au leadership. Hein. Ça tourne autour du leadership de la femme au niveau du nord-ouest, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, nous allons commencer notre direct aujourd'hui par cette vidéo. Le temps pour vous de partager au maximum l'émission avant de vous présenter notre invité. Alors, c'est parti, allez-y. Excellent. Alors, merci à toutes les personnes qui ont partagé ce direct. Merci à nos abonnés fidèles, notamment à Bayem Selem que je retrouve encore aujourd'hui. J'espère que tu vas commenter. Je ne sais pas qui tu es. Bonjour à toi, tu es encore là aujourd'hui. Donc, merci à toutes ces personnes-là qui, qui, nous, qui sont fidèles à nous. Alors, comme vous savez, on va maintenant, sans plus tarder, on va entrer dans le thème de notre émission, ce pourquoi nous sommes ici. Alors, nous allons parler aujourd'hui, nous avons fait une affiche et on vous avait, dans l'affiche que vous avez reçue, on vous avait annoncé qu'on allait parler du thème toujours en lien parce que vous savez, hier, on a fait un direct. Pour la journée de la femme, on avait prévu organiser des événements comme des foires, des conférences et des kermesses. Malheureusement, avec le COVID-19, on n'a pas pu le faire, mais on a décidé de proposer à notre public deux thèmes de conférences live. Le premier a eu lieu hier où on a parlé du leadership de la femme pour la construction du Cameroun de demain. Alors aujourd'hui, nous allons être plus spécifiques. Nous allons parler toujours du leadership de la femme, mais cette fois, nous allons parler de la place de la femme camerounaise dans le règlement du conflit du Nozo.
Alors, nous avons pour invité aujourd'hui Maximilienne Ngombe. On s'est présenté. Nous avons la FIT Ida la Camerounaise, la FIT Marie-Victoire et Agnès Lamar aujourd'hui qui se est ici en tant que FIT. Alors, nous allons nous arrêter un petit peu quelques secondes avant de vous présenter notre invité parce que vous avez tous hâte. Mais nous jugeons quand même important de la présenter. Qui est cette invitée? Nous allons faire un petit tour pour parler un peu de la bibliographie de notre invitée. Alors, je tiens déjà à remettre les droits de cette information à Élisée Yonta, donc des mois faux. Donc, cette semaine, il a fait une petite bibliographie sur Maximilienne et on s'en est inspiré pour préparer son annonce, sa bibliographie pour l'émission de ce jour. Alors, qui est Madame Maximilienne B? Alors, elle est la directrice exécutive du REDAC, qui est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. C'est une princesse Maasai, Bangoulab de Log-Bassemel, excusez-moi pour la prononciation, qui est une combattante pour l'émancipation des droits de l'homme et des libertés publiques. Elle recevra tout récemment, elle a reçu la nouvelle, donc pour recevoir son prix des mains de Bill Gates, de Bill Biden, excusez-moi, Jill Biden, la première dame des États-Unis, en présence de Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine. Donc, ça, c'est la source qui vient de Ndémoafo, ce n'est pas de nous. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité. Nous allons dire bonjour à Madame Maximilienne Ngombe. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, je ne recevrai pas le prix des mains, ça s'appelle Prix Femme Courage en Afrique, pour le monde. Mais moi, c'est Femme Courage pour l'Afrique. Donc, le prix, c'est Jill Biden, la première dame. Donc, le prix lui-même s'appelle Femme Courage. C'est un prix qu'on décerne aux femmes qui se sont distinguées par leur courage en ce qui concerne les libertés fondamentales, les droits humains, dans un contexte bien précis. Et si vous allez dans le site des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis ou bien du secrétariat d'État des États-Unis, vous allez bien voir que nous sommes 12 dans le monde entier. Voilà. Et moi, je suis pratiquement la seule Africaine. Alors, nous, les femmes indignées, tout ce que nous... en plus... Donc, nous, les femmes indignées, tout ce que nous pourrons dire à ce niveau, nous vous présentons toutes nos félicitations. Je pense que c'est le prix d'un long combat, c'est le prix d'un grand engagement, de beaucoup de temps que vous avez mis dans cette défense-là, dans cet activisme que vous faites là. Vous avez été longtemps membre de la société civile et vous y demeurez. Nous autres, nous suivons votre chemin et nous apprenons aussi de vous. Alors maintenant, je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent que nous aussi, bientôt, nous allons avoir au courant de cette émission un ou une invitée surprise et vous le verrez au milieu de l'émission. Alors, maintenant, on va commencer. Le thème de l'émission, vous avez vu, c'est le leadership féminin encore, la place de la femme camerounaise dans le règlement du conflit du Nozo. Je vais encore une fois de plus me retourner vers Maximilienne Ngombe. Déjà lui demander s'il y a d'autres choses qu'elle aimerait dire aux éditeurs à l'entrée d'émission avant que je commence à lui poser la première question de notre thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a un mot? Il y a quelque chose? Je voulais dire à vos auditeurs et auditrices d'abord de se connecter parce qu'à chaque fois que vous prenez de votre temps pour qu'on parle de la situation au Cameroun et surtout la situation de Nozo,
Et en touchant le leadership des femmes, il faut que des femmes se connectent et que c'est comme ça qu'elles apprennent et c'est comme ça aussi qu'on va être ensemble. La deuxième chose, c'est pour vous dire bravo à tout ce que vous faites. Je suis simplement un peu embêtée que vous vous fractionnez. Faites un effort d'être toujours ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut faire des choses, de grandes choses. Et la dernière chose, c'est que nous n'avons pas le droit d'abandonner. C'est dur, ça paraît lent, mais on y arrivera. Excellent. Merci. Ce n'est le souhait de personne de se retrouver dans une division. Donc, la résistance actuellement dans la diaspora, elle est de plus en plus divisée, mais parce que nous tous qui sommes entrés, on est entrés avec un objectif qui est le changement du Cameroun. C'est pour ça que nous y sommes debout et nous sommes là. Et nous sommes prêts à aller de l'avant pour le changement dans notre pays. Merci beaucoup pour votre introduction. Maintenant, je vais tout de suite poser la première question. On va essayer un petit peu de faire une analyse générale de la situation actuelle des femmes dans le NOZO. C'est-à-dire, d'après vous, d'après vos observations, d'après vos analyses, d'après vos parcours, qu'est-ce que vous pouvez dire actuellement de la situation de la femme au niveau du NOZO? D'abord, d'entrée de jeu, vous avez vu la polémique autour du rapport du Motherland Watch pour lequel le REDAC est solidaire. Vous avez peut-être aussi vu notre conférence, un point de presse où nous avons dit que nous sommes solidaires de ce rapport et que ce n'est pas les tergiversations qui vont ramener la vérité, mais c'est plutôt une enquête indépendante, impartiale, qui va, n'est-ce pas, établir la vérité comme nous avons vu à l'époque et que nous savons très bien que si cette enquête est mise en place, si cette commission d'enquête est mise en place, nous aurons raison. Donc, je commence par là pour dire que la situation des femmes dans le NOZO est très, très, très difficile, très préoccupante et mais à la limite même alarmante. Au NOZO, aujourd'hui, les déplacés internes. Donc, on commence d'abord par les femmes qui sont des défenseurs des droits humains. Elles ne sont plus au NOZO. Elles sont toutes devenues, n'est-ce pas, les déplacés internes, sans abri. Elles errent dans des villes. Elles n'ont plus de bureau. Donc, ça veut dire qu'elles ne peuvent même plus impacter, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'elles faisaient comme travail au niveau du NOZO. Donc, voilà d'abord les activistes du NOZO qui œuvraient, n'est-ce pas, donc, voilà leur situation. Maintenant, quand on prend des épouses, ces mamans-là, qui ont vu pratiquement leurs enfants morts, certains sont dans les prisons, elles n'ont on n'a rien pour aller, n'est-ce pas, sur les enfants. Souvent, les enfants, on les prend pour les mettre en prison à Kundengi, à Yaoundé, ou alors même à Douala, ou même à Bamenda, ou à Bafoussam, alors que c'est des mamans qui sont dans les petits villages. Donc, ça devient difficile pour elles. Donc, elles vivent ça. Donc, c'est des petites choses qui font qu'elles meurent à petit feu. Maintenant, si on prend des jeunes filles qui, certaines avaient leur mari qui sont rentrés en bourse, d'autres ont arrêté leur mari. Elles sont pratiquement toutes aujourd'hui des déplacés internes et pour la plupart, elles ont sombré soit dans les petits commerces, pour certaines qui se sont, n'est-ce pas, on peut dire que qui sont sauvés, mais la plupart, c'est dans la prostitution. Et quand on dit prostitution, c'est des viols. Parce que prendre une jeune fille de 15 ans, de 16 ans, aller coucher avec elle en lui donnant 500 francs CFA parce que vous pensez clairement qu'elles vont, elle n'a que ça à faire, c'est du viol. Hein? Et donc, après, donc entre la prostitution, le viol de ces jeunes filles à ciel ouvert et avec le mutisme, n'est-ce pas, complice et de toutes les autorités, il faut que vous sachiez que c'est très difficile. Sans compter que les femmes qui meurent, elles meurent, on ne peut pas compter parce que généralement, tout ce qu'on peut dire, bon, il y a des femmes qui sont mortes ici, on donne, n'est-ce pas, celles qui sont peut-être emblématiques, mais on ne dit pas jusqu'à aujourd'hui combien de femmes sont mortes, n'est-ce pas, dans
dans cette terre-là en laissant des enfants, des bébés. Moi, j'ai été au nord-ouest, sud-ouest. J'ai eu un pincement de cœur quand j'ai vu des bébés qu'on m'a amenés parce qu'on ne sait plus où sont leurs mamans. Où est-ce qu'elles sont? Personne ne sait. Donc, voilà, on est dans une situation où l'être humain, la femme n'a plus, n'est-ce pas, sa lettre de noblesse, comme on savait le faire avant. C'est-à-dire qu'une femme, c'est une mère, c'est une épouse, il faut la chérir, il faut la protéger, il faut lui donner tout ce dont elle a besoin. Donc, aujourd'hui, c'est de la déshumanisation. C'est pratiquement que la femme n'a même plus un rôle. Et permettez-moi, quand je dis ça comme ça, vous pouvez prendre ça à la légère, mais quand on est dans une situation où les femmes sont constamment violées sans que ça ne meure personne, quand on est dans une situation où les hommes participent même à ce viol, hein, et font de ça, par exemple, un fonds de commerce, quand on fait autour de ces viols-là une raillerie en disant que on n'avait qu'à ne pas faire la guerre là-bas, pourquoi elles sont ici, elles n'ont qu'à subir. Donc, nous vivons tout ça et ça, je vais vous dire, on appelle ça des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, parce que quand les viols deviennent des viols collectifs, surtout sur ces jeunes filles-là, qui n'ont rien demandé, qui subissent ça aux yeux de tout le monde, y compris nous aussi qui sommes là, c'est un crime contre l'humanité. Donc, la situation est très, très, très alarmante et si rien n'est fait, rien n'est fait vite, parce qu'il faut faire vite. Je ne sais pas si ça ne va pas devenir, n'est-ce pas, un phénomène normal, y compris maintenant, ça ne sera plus au nord ou au sud-ouest, mais ce sera global. Parce qu'il faut seulement voir, quand vous êtes à Douala, comment, n'est-ce pas, ces jeunes filles-là ont contaminé d'autres jeunes filles, parce qu'en principe, rien n'est encadré. Il n'y a pas de l'État a démissionné, il n'y a pas d'autorité pour dire, voilà, les associations qui essayaient de faire ce travail-là, elles sont dépassées, elles n'ont peut-être même pas de moyens, elles sont intimidées, elles sont pourchassées et en même temps, elles sont même insultées par souvent même nous, même ceux qui sont à l'aise, n'est-ce pas, dans des petites maisons et qui pensent que bon, les autres, c'est eux qui ont cherché. Donc voilà un peu la situation. Et c'est dommage. C'est dommage pour le Cameroun, n'est-ce pas, qui était un peu plus accueillant partout, ou quand il y a un peu plus avec des problèmes, pouvait aller, n'est-ce pas, aller chez un autre peuple pour pouvoir avoir tout l'amour, tout l'accueil. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, il n'y a que les railleries, et surtout lorsqu'il s'agit des femmes et des jeunes filles, et c'est assez ahurissant. Voilà. Wow. Excusez-moi, donc excellent. Donc ici, Maximilien vient de nous présenter la situation actuelle de la femme, hein, de la jeune fille, de la femme dans le Nozo. Situation qui, ma foi, est encore plus authentique lorsqu'elle vient des personnes qui vivent au 237 et qui ont vécu et ont témoigné des choses. Par exemple, tout à l'heure, pendant qu'elle parlait, je vous ai présenté quelques photos, quelques images, mais ça, c'est des images que nous recevons de l'extérieur. Donc, ce qu'elle vient de faire là, c'est de nous présenter les enjeux que ces jeunes filles rencontrent et les enjeux que ces femmes vivent. Je vais me tourner maintenant vers toi, Marie-Victoire. Marie-Victoire, tout ce qu'on aimerait savoir, l'impact de toutes ces difficultés de vie, de tous ces enjeux, de tous ces embûches, de tous ces abus de droit, de tous ces abus dans le bien-être de la femme, tout ce que Madame Maximilienne vient de nous dire. Quel peut être, d'après toi, l'impact de ces activités, de tout cela sur le bien-être de ces familles, sur le développement de cette famille ou sur la place que la femme peut prendre dans cette région? Quel peut être donc cet impact-là?
Maximilienne est elle est très bien placée pour nous parler des difficultés que subissent ces femmes, dont sont confrontées ces femmes dans cette région. Tout ce qu'on peut dire, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. L'impact, c'est quoi? L'impact, c'est que ça, c'est des femmes humiliées, c'est des femmes qui ont perdu leur dignité et que la reconstruction sera difficile, tellement difficile. Des jeunes filles de 13-14 ans qui se prostituent dans les villes de Douala pour un coût peut-être de 200 francs. L'impact, nous avons un impact sur la société. Que deviendront ces femmes demain? Sur l'économie, les villages sont rasés, toutes les sociétés ont fermé. Ce sont ces femmes qui étaient des travailleuses dans des grandes sociétés comme la CDC, comme les sociétés de bananeraies. Donc, c'est une région qui est à plat. C'est une région qui aura d'énormes difficultés pour se relever. L'économie est à zéro dans cette région. Voilà ce que je peux dire. C'est la femme en elle-même, c'est sa dignité qui est bafouée. Donc, impact à l'heure actuelle, il n'y a rien de positif. Tout ce qui peut sortir de cette région est totalement négatif. Alors, ce qu'on retient de Marie-Victoire, c'est que la dignité de la femme est bafouée. Donc, son image, sa dignité est bafouée. Et je me retourne vers Agnella. Agnella, d'après toi, c'est quoi, ça peut être quoi l'impact de tout cela sur le bien-être de ces femmes-là dans la région? Tout ce que Mme Maximilien vient de présenter, tous ces enjeux, tous ces défis que ces femmes et ces jeunes filles rencontrent dans ces régions-là. Ça peut être quoi l'impact pour leur famille et pour eux-mêmes? Merci Ida de me donner la parole et merci à mes sœurs combattantes qui ont déjà parlé là. Merci à Maximilienne pour sa contribution et puis justement Maximilienne a déjà tout bossé ce qu'on pouvait même dire, mais il y a toujours quelque chose à ajouter parce que franchement le conflit de nos eaux, s'il faut écrire ou en parler, je crois que des années et des années ne suffiront pas pour parler de ce conflit. Ce que je peux noter, c'est le fait que un peuple est meurtri, ce peuple est meurtri. Et la conséquence que nous pourrons en tirer, c'est que dans les années qui suivront, après même la fin de la guerre, nous aurons des gens blessés à vie, nous aurons des personnes qui n'auront plus de direction, nous aurons un peuple vraiment scindé. Et je ne sais pas comment est-ce que les gens pensent même qu'ils pourront penser ces blessures. Le peuple camerounais, Biya est en train de détruire la racine camerounaise. Nous, voilà où est-ce que je me trouve aujourd'hui. Donc, moi, mes soeurs ont déjà tout dit. Nous avons un pays où beaucoup de choses à reconstruire et je me demande comment est-ce que nous allons le reconstruire tant que le dictateur est là, avec le soutien de la France. La seule chose et la seule solution qu'il y a, il faudrait que Biya parte pour que nous, parce que s'il n'est plus là, on pourra utiliser des manières et savoir comment faire pour dire des mots, placer des mots pour adoucir le cœur de nos frères et nos compatriotes du Sud-Ouest. Donc, voilà tout ce que je peux ajouter. Merci. Excellent, Agnella. Je vais encore une fois de plus me retourner vers notre invité, Maximilienne, et qui va résumer nos questions et qui va bien nous centrer sur cette question-là, à savoir quel est l'impact de tous ces enjeux, c'est tout ce qu'elle vient de nous présenter comme défi que ces femmes et ces jeunes filles vivent dans la région du Nozo actuellement.
Elle a présenté ces femmes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, dont les droits sont abusés. Bon, puisqu'elle est sur le terrain, puisqu'elle est au 237, de son observation et des échos qu'elle a entendus, quel est l'impact de tout ça dans la vie de ces familles-là au quotidien? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que les échos, nous, on les entend pas, nous vivons sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Donc, tout ce qu'on dit, c'est des choses vérifiées et vérifiables, c'est des faits. L'impact, alors, quand on parle de l'impact, il faut d'abord dire que ce n'est pas un impact du genre, il y a de l'impact politique, l'impact économique et l'impact social. L'impact économique, comme vous le savez, la femme, dans des pays comme le Cameroun, c'est des femmes qui travaillent plus parce que c'est l'informel qui, n'est-ce pas, développe les pays comme le Cameroun. Et on sait que c'est les femmes qui sont plus dans l'informel parce que c'est elles qui vont se lever à 4 heures, vont aller acheter des vivres, ils vont aller vendre, ils vont revenir pour laver les enfants. Et comme ils font à l'école, c'est comme ça qu'elles faisaient dans ces zones-là. Et donc, déjà, vous voyez bien que sur le plan économique, l'impact est énorme. Donc, il n'y a plus un socle qui unit la famille. Il n'y a plus rien qui peut booster une famille. On ne peut plus manger à sa faim. On ne peut même plus envoyer des enfants à l'école. Je ne parle même pas de... Je ne suis pas encore arrivée sur le plan social, donc la dislocation de la famille, mais je parle sur le plan économique pour celles qui sont restées, hein, qui sont dans la résilience, qui sont restées, qui disent, bon, mais j'ai quand même peut-être ma petite maison, je préfère rester. Donc ça, c'est des gens qui ne peuvent plus manger à leur faim. Même si après ne manger pas leur faim, mais au moins s'ils avaient un repas aujourd'hui, même un repas, c'est hypothétique. Donc, parce qu'au niveau économique, il n'y a plus moyen. Donc, voilà la première chose. La deuxième chose, donc, ils ne peuvent même plus envoyer les enfants à l'école pour ceux qui sont restés. Sur le plan social, c'est la dislocation de la famille. Les familles sont disloquées. Les divorces, les séparations, divorce même, c'est trop dire, parce qu'elles ne peuvent même pas aller se divorcer, mais au moins des séparations tacites. Parce qu'on a peut-être arrêté son mari, elle ne sait plus quoi faire, on lui met la pression, le gouvernement met la pression, les ambazoniens mettent la pression, donc elle est au milieu, n'est-ce pas, de deux feux. Donc, la dislocation de la famille. Toutes les familles au nord-ouest, sud-ouest ont vu, n'est-ce pas, leur socle, leur famille se disloquer. Personne ne peut vous dire aujourd'hui, au nord-ouest, sud-ouest, qu'ils maîtrisent encore le socle de la famille. Donc, c'est ça sur l'impact social. L'impact politique, c'est que, qu'on le veuille ou pas, ces femmes-là sont maîtrises et tout ce que vous racontez là pour vos histoires, élections et autres, elles ne sont pas concernées puisqu'elles ne sont, personne ne leur donne une éducation politique. On a rasé pratiquement là où ils sont. Les circonscriptions dont on parle n'existent que de nom. Donc, quand on parle, il faut le leadership, mais on va prendre le leadership alors que sur le plan politique, elles ne peuvent même plus se mouvoir du fait de la guerre. Donc, l'impact politique, c'est simplement que dans les années à venir, on risque d'avoir, n'est-ce pas, même si aujourd'hui on a, n'est-ce pas, des institutions normales, si on ne fait pas, j'espère, on va y arriver tout à l'heure, quelle est la proposition concrète pour les femmes autres, on va arriver au point où même si les institutions reviennent normales, on va arriver au point où pour reconstruire, n'est-ce pas, les femmes politiquement au nord-ouest, sud-ouest, ça va nous prendre des décennies. Et ça va être un problème sérieux où on va retrouver les mêmes femmes francophones qui vont être dans toutes les sphères politiques. Donc, il faut prendre ça à bras le corps, y compris vous qui êtes de la diaspora, pour commencer, n'est-ce pas, à réfléchir comment, en attendant la fin de la guerre, comment faire à ce que sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan, je sais que vous faites beaucoup sur le plan social, vous allez vous aider quand quelqu'un est en difficulté, mais ça, c'est ponctuel. Il faut réfléchir à long terme, à moyen et à long terme. C'est de ça qu'il est question. Parce que sinon nous allons perpétuer des crises indéfiniment. Donc voilà ce que je voulais dire. Les impacts politiques,
Il est économique, il est social. Mais le politique et le social, et le politique et l'économique, c'est incommensurable parce que quand on vous a coupé votre dignité de pouvoir au moins vous exprimer et aussi être, vous préoccuper des affaires publiques, quand on vous a coupé votre dignité d'aller travailler et de vivre par vos petits moyens. Donc, vous voyez, et vous devenez mendiant de tout le temps, et vous devenez sous le coup de tout le monde tout le temps, vous voyez très bien que vous n'existez plus. Et c'est de ça qu'il est question. L'impact politique, économique, c'est fait peut-être aussi à dessein pour que dans ces zones-là, que les femmes n'existent plus. C'est peut-être aussi ça. Parce que le social, on peut toujours les aider comme on peut, mais sur le politique et économique, comment nous allons faire? C'est assez grave. Voilà. Excellent. Madame Maximilienne, vous avez... je suis enseignante de formation. Donc, si j'ai à vous noter, là, moi, je vous donnerai tout de suite un A+. Donc, excellent pour votre intervention. Merci beaucoup. Donc, je voulais tout simplement, bon, je reviendrai là-dessus parce que je vais présentement, on va passer à la prochaine question. La prochaine question qui veut que nous allons parler maintenant des actions. Nous allons parler des actions qui vous suggérez pour engager les gouvernements à accélérer le cessez-le-feu dans le Nozo. Donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc, je vais me tourner ici vers Marie-Victoire. Marie-Victoire, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que... qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'on puisse... une piste de solution, parce que Maximilienne a réclamé beaucoup la présence de la diaspora qui doit agir aussi plus sur l'aspect politique que j'ai retenu et sur l'aspect économique. L'aspect social est déjà très enclenché par une bonne partie de la diaspora. Mais qu'est-ce que toi, Marie-Victoire, qu'est-ce que tu penses qu'on peut, parce qu'on est rendu au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ou aider à la résolution de ce conflit? Oui, au niveau de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes un peu démunis. Tout ce que nous faisons en tant qu'activistes, c'est de dénoncer lors de nos manifestations. Là, au niveau des femmes indignées, nous avons commencé à faire un lobbying, à s'organiser pour dénoncer de plus en plus. J'ai participé à un projet des lettres aux maires. Nous sommes en train d'envoyer ces lettres aux maires. Nous avons des retours, mais c'est difficile. C'est difficile parce que les compatriotes ne s'y mettent pas et on ne sait comment faire pour les amener à nous suivre. C'est ça la difficulté. Il y a quelqu'un qui va te dire, ah oui, si j'envoie mon adresse, demain je ne pourrai pas aller au Cameroun. Si j'envoie le courrier au maire, c'est à mon adresse, ainsi de suite. Donc, nous sommes limités et jusqu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas comment faire pour amener les Camerounais, surtout les Camerounais francophones, à comprendre que c'est important. Ce que je vois au niveau du 237, je vois des femmes qui s'organisent, qui sortent tous les vendredis. Ce que j'ai aussi vu, il y a un groupe de femmes dont fait partie Maître Alice Com qui ont rédigé un document où ils ont lancé en ligne une pétition. Ben, même cette pétition, quand tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui la signent, il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent. Donc, pour moi, nous sommes encore limités. Nous ne savons pas comment faire pour demander qu'il y ait la paix dans cette région, que cesse cette guerre. La diaspora aujourd'hui, la diaspora au début, c'était empêcher Paul Biya de venir dans la diaspora, chasser tout ce qui est ministre et autres. Mais là, au niveau du lobbying,
C'est un peu du status quo. Bon, excellent, Marie-Victoire. Je tiens juste à faire un petit clin d'œil à nos activistes combattants des États-Unis qui ont été aussi du côté du lobbying. Ils ont poussé très fort et ils continuent à pousser. D'ailleurs, on aura un invité tout à l'heure qui va nous en parler plus en détail. Ensuite, si on revient au niveau de la diaspora, effectivement, tantôt, Maximilienne, vous avez dans votre propos, vous avez soulevé 2-3 aspects que la diaspora devait beaucoup plus pousser, politique, économique et sociale. Bon, social, donc, comme vous avez pu remarquer, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de concepts au niveau de la diaspora qui s'engagent à faire leurs actions. Donc, il y a pas mal actuellement, effectivement, de groupes qui sont engagés dans les actions sociales et qu'on salue ici en passant. Et comme Marie-Victoire vient de dire, nous, les femmes indignées, nous sommes plus dans un processus, effectivement, nous engageons plus dans le processus politique. Et nous, le processus politique, c'est essayer de rencontrer des pouvoirs politiques, c'est essayer de pousser un peu pour voir comment ils peuvent nous appuyer là-dessus, à travers aussi également le lobbying. Et nous profitons de l'occasion, comme vous avez fait état de cela, les femmes indignées vous ouvrent leur porte, Maximilienne, pour nous accompagner là-dessus, sur, par exemple, comment monter ce genre de documents, comment approcher, qu'est-ce qu'il faut mettre, quelle information il faut donner pour pouvoir toucher à ce niveau-là. Donc ça, c'est plus dans ce genre d'action que les femmes indignées sont plus orientées, vraiment à ce niveau-là politique. Économique, ce sera probablement plus tard. On ne ferme pas la porte à ça. Social, il y en a déjà des personnes dessus, notamment l'Amazon Savannah aussi, qui est très impliquée avec, comment on appelle encore son mouvement? Les Amazones originelles, voilà. Les Amazones originelles aussi qui sont très impliquées là-dedans. Donc, Maximilienne, nous sommes les femmes indignées. Nous vous ouvrons notre porte. Nous voudrons que vous nous appuyez là-dedans pour qu'on puisse aller de l'avant au niveau politique, si vous voulez bien. Donc, je me tourne maintenant vers Agnès Lamar. Vous avez un atout. Tu as dit que tu fites partout. Partout où il y a le combat qui t'appelle, tu pars. Je suis là. Très bien. Maintenant, alors, avec tout ce que Maximilien vient de dire, l'implication de la diaspora pour ces femmes-là, pour accompagner ces femmes à prendre le leadership. Au niveau politique, économique, social, toi, tu te vois dans quel aspect? D'abord, je devrais dire que le leadership, déjà, c'est cette capacité d'une personne à influencer les autres individus sur le plan politique, psychologique et social. Donc, moi, si je devais me positionner, moi, je vais me positionner sur tous les plans parce que c'est tout ça qui concourt à la libération d'un peuple. Donc, moi, je choisirais peut-être sur le plan politique, je devais galvaniser des troupes, comme nous sommes en train de faire déjà. Nous devons demander aux femmes de la diaspora. Vous avez vu, on dit toujours ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, c'est une question de volonté. Les femmes du 237 certaines ont pu se lever et suite aux motivations de nous, les femmes de la diaspora, donc on a vu que cela a marqué des points. Donc, je souhaiterais vraiment que les femmes ne soient plus laxistes au niveau du Cameroun ou bien même de la diaspora, parce que il y a plus le conflit s'enlise, plus les gens sont en train de baisser les bras. Non, au contraire, ça devrait donner plus
de peps aux gens de se lever et de continuer à soutenir, parce que si on fait mal, comme disait notre sœur Maximilienne, on va se retrouver à un conflit qui embrase tout le Cameroun. Ce conflit, aujourd'hui, il pleut sur ma toiture, il pleut sur la toiture de tout le monde. Donc aujourd'hui, il ne va pas pleuvoir sur ma toiture et laisser la tienne. Donc, les Camerounais doivent, les femmes camerounaises surtout, j'attire leur attention sur le fait que c'est elles qui sont la mère de la nation, c'est elles qui sont la mère de l'humanité. Donc, elles devraient se lever et au lieu de se retrouver dans les bars après, en train de danser, après, elles font plusieurs réunions. Dans leurs réunions, elles doivent sensibiliser les gens pour dire que voilà, il y a le conflit qui est dans le nôtre. Les gens, les mamans tombent dans les forêts, les enfants sont nés, les enfants que nous allons accoucher naissent dans la forêt et on ne sait pas dans quelles conditions ils sont en train de naître. Ils sont en train de grandir avec ce qu'un meurtri. Et ce sont ces enfants qui pourront être même les époux de nos enfants aussi demain. Et comment est-ce que nous allons les regarder demain quand ils vont prendre des décisions peut-être qui ne nous conviendraient pas ou bien qui... On va voir que cela est la suite de leur mal-être qu'ils ont vécu pendant ces années. Donc, toutes ces situations que nous sommes en train de vivre dans le nôtre aura des impacts, pas seulement sur nous, mais sur beaucoup de gens dans le monde, surtout au Cameroun particulièrement. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question parce que, voilà, moi, je n'ai pas tout c'est correct. On retient, Aniela, c'est très bien. On retient que toi, tu demeures la galvanisation, la sensibilisation qui, ma foi, demeure importante parce que si on ne continue pas à mobiliser, à garder la lumière allumée, à laisser les flammes allumées, parce que si les bougies s'éteignent tout au même moment, ça va être difficile de les réallumer parce que les allumer là au départ, c'était extrêmement difficile. C'est pour ça que avec la basse, on était obligé parfois d'utiliser des méthodes parfois rudes, mais de plus en plus, étant donné que cette flamme est déjà allumée, on essaye maintenant d'avoir des méthodes un peu plus conciliantes et des méthodes un peu plus pensées, réfléchies, un peu plus harmonisées. Merci. Donc, c'est pour ça que je dis la sensibilisation et la galvanisation, ça demeure. Et je sais que n'importe où il y a sensibilisation et galvanisation, tu es là. Et félicitations pour le déplacement de vendredi que tu as fait. C'était pas facile, mais tu y es allé. Bravo. Je vais me retourner ici encore de nouveau vers notre invité qui probablement a plein de solutions dans son sac aujourd'hui. Et j'invite tout le monde à prendre un papier puis un crayon ou prendre un note parce que c'est quasiment la partie la plus importante de ce débat, à savoir les actions que nous pouvons suggérer pour d'engager ou encourager le gouvernement à accélérer le cessez-le-feu dans le Nozo afin de permettre à ces femmes-là d'avoir le leadership dans leur région. Merci. Je risque de vous surprendre pour dire que le bic et la feuille là, c'est nous tous et nous toutes qui devrons, n'est-ce pas, avoir des solutions. On ne peut pas être les solutions magiques. Mais je voudrais d'abord dire une chose, c'est que le gouvernement camerounais ne peut pas faire quoi que ce soit s'il n'y a pas s'il n'y a pas des actions fortes derrière. Aucun peuple ne s'est libéré, n'a été libéré par son bourreau. Hein, tous les peuples qui sont libérés se sont battus. Non seulement ils se sont battus, mais ils ont arraché leur liberté. Donc, il faut déjà qu'on arrête tout le temps de dire comment avec le gouvernement. Non, il faut qu'on regarde le gouvernement dans les yeux et qu'on lui dise que nous disons que vous devez faire. Mais pour cela, il faut dire la vérité. Nous-mêmes, avant d'aller dire des choses comme ça, regardons-nous. Parce que c'est d'abord de ça que l'esprit en question. Je trouve, pour ma part, que les combats sont dispersés.
il faut, là maintenant, vraiment, prenez le but. Il faut d'abord la concordance des combats. Nous définissons les combats à court terme, à moyen terme, à long terme. On ne peut pas mener tous les combats tout le temps et tout de suite. À la longue, vous ne gagnez aucun combat. Et de plus en plus, ceux qui sont dans le combat sont dans la défensive. Au lieu d'être à l'offensive, ils sont dans la défensive. À chaque fois que le gouvernement dit quelque chose, c'est comme ça qu'après, des gens sortent. En aucun moment, nous sommes dans l'offensive pour dire nous anticipons. Donc, il faut, définir les combats. 2, anticiper sur les combats qu'on a définis. 3, s'entendre sur le minimum, avoir un consensus sur les combats. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Même dans nos familles, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais nous pouvons nous entendre sur le minimum. Et le minimum, c'est quoi aujourd'hui? Le minimum, c'est d'abord que 38 ans au pouvoir, c'est trop. Maintenant, quand on ajoute à cela les guerres du nord-ouest, sud-ouest, si on dit on affronte les 38 ans le système via frontalement comme ça, est-ce qu'on va résoudre le problème de nos compatriotes qui sont au nord-ouest, sud-ouest? C'est une question que nous devons nous poser et on trouve une réponse. Si on a des alliés est-ce que ce n'est pas à partir de la résolution de ce conflit-là que nous allons aussi mettre dehors les 38 ans de pouvoir du système? C'est une autre approche. Mais ce sont des approches qui, à mon sens, c'est la deuxième approche, dans mon sens, qui est la bonne. Parce que la première, nous n'avons pas de moyens matériels, humains, parce que les gens sont épuisés. Par contre, la deuxième approche qui est que nous devons nous faire des alliés avec des dossiers béton comme on a fait et arriver à pousser, n'est-ce pas, ce régime-là à régler ce problème. Et en réglant ce problème, nous allons mettre dedans tout ce que nous voulons, la forme de l'État, nous allons mettre le système électoral et tout ce que nous voulons. Je ne fais que dire depuis que, à l'état actuel de la chose, même si le gouvernement actuel revoit le système électoral, à l'état actuel de la chose, étant donné qu'une partie de ceux qui nous sont chers ne sont pas en paix, nous allons absolument faire des élections sans eux et nous allons nous gargariser quand nous avons gagné des élections, sauf que nous n'aurons rien réglé, n'est-ce pas, avec nos propres frères et sœurs. Donc, c'est une approche globale. Il faut qu'on trouve une solution globale. Et ce package-là que nous disons depuis, pour nous, elle ne peut que passer par la commission vérité, justice et réconciliation. Vous êtes à la diaspora, vous avez vu que certains pays l'ont fait et ont résolu le problème, y compris les questions démocratiques, y compris les problèmes démocratiques, y compris les formes de l'État, y compris, n'est-ce pas, la paix, la réconciliation. Et quand on dit ça, pour qu'aujourd'hui le Cameroun retrouve ses lettres de noblesse, il faut qu'il y ait la réconciliation nationale. Et c'est des femmes qui doivent jouer le rôle, les femmes et les jeunes filles. Et c'est là qu'on vous interpelle. Et je vous interpelle, vous, aujourd'hui, que Bobby Tanap indigné, Baspa indigné et autres là, je me mets
je vous mets au défi. Moi, je peux vous aider à vous unir au moins sur une chose, à vous entendre sur une chose, qui est ce que je viens de vous dire là. Nous mettons en place, n'est-ce pas, un comité de suivi pour la mise en place de la commission vérité, justice et conciliation. Chacun va travailler sur un pan où il est bien. Peut-être sur le plaidoyer, l'autre peut-être pour la justice transitionnelle. Et en même temps, on va former des gens sur la justice transitionnelle, sur la justice pénale, sur la justice internationale, sur la question de la forme de l'État, sur la réforme du système électoral, sur la forme de l'État, sur l'économie, le social au niveau du Nord-Ouest Sud-Ouest, sur la réparation, sur la justice, parce qu'il faut réparer. Il faut réparer. Et au-delà aujourd'hui, n'est-ce pas, de Nord-Ouest Sud-Ouest, nous sommes allés très loin au Cameroun. Le tribalisme qui est entretenu et instrumentalisé par, n'est-ce pas, le régime. On fait comme si on ne voyait pas. Les propos haineux, le dénigrement de tout le monde, le lynchage médiatique et tout ce que vous voulez. Vous pensez que nous pouvons aujourd'hui, chacun dans son coin, faire des... Comme on fait là, et c'est bien, moi je suis d'accord qu'on fasse ça. Mais quand on a fini de faire ça, il faut s'asseoir et dire, voilà, comment on appelle ça? Voilà un projet qui peut nous réunir. Et depuis 2017 que nous disons ça, Maître Alice et moi au REDAC, vous avez vu que ce n'est que, depuis un moment, ce n'est que comment on appelle ça, ce n'est que les hommes qui reprennent ça. Les femmes font comme si c'est rien, y compris à la diaspora. Le jour où les hommes vont décider de s'asseoir pour mettre en place la commission vérité et réconciliation, justice et conciliation, en nous prenant le conseil, Maxime, je ne vais pas vous couper. Pendant que vous parliez, à un moment donné, on a eu un problème de communication. Donc, on a arrêté de vous écouter jusqu'au point où vous avez dit vous pensez que où on est là, comment on peut faire? Non, moi je l'entendais très bien. Ah, tu l'entendais? OK. Oui, très bien. Moi, je la suivais, peut-être c'est toi, Ida. Je crois que les auditeurs aussi la suivent, puisqu'il n'y a pas eu de plainte. Parfait. Excellent. Parce que ça s'était arrêté chez moi. Donc, on va la laisser venir continuer tantôt. Pendant qu'elle finit au téléphone, là, Marie-Victoire, veux-tu enchaîner? Non, mais qu'est-ce que moi je vais enchaîner? Moi, je suis en train d'apprendre. La vidéo. Ah bon, ma vidéo est coupée. Oui. Oh, je ne savais pas. Oui, moi, je suis en train d'écouter. Elle est en train de nous donner des solutions. Nous sommes loin, nous sommes vraiment loin. Nous sommes dans la distraction, carrément dans la distraction. Donc, elle nous demande de nous organiser, de nous mettre ensemble pour pouvoir trouver les solutions pour qu'on ait une commission de paix au Cameroun et que chacun joue son rôle et que nous, les femmes, parce que jusqu'à l'heure actuelle, les femmes en parlent, mais les hommes ne font pas écho de cela. Même ici dans la diaspora, nous voyons que tous nos groupes-là, ce sont les hommes qui sont devant. C'est maintenant que des petits groupes de femmes commencent à se créer. Et voilà. Donc, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Moi, je suis en train de l'écouter. Excellent. Donc, on va retourner vers vous, Madame Maximilienne. Désolée, je pense que c'est chez moi. J'avais un problème de connexion. Je pensais que les gens ne vous écoutaient plus. Mais là, Marie-Victoire vient de me dire que tout le monde a écouté. Excusez-moi de vous avoir coupé dans le ton de votre réflexion. Donc, si je peux vous rappeler où est-ce que vous étiez en train de parler de la commission vérité, justice et réflexion au niveau de la diaspora, on doit penser mettre en place. Donc, pouvez-vous revenir là-dessus pour bien la présenter encore de nouveau? Désolée encore. Non, j'ai terminé de présenter. Je disais que c'est quelque chose que nous sommes allés analyser, le processus que nous sommes allés voir ailleurs, Maître Alice et moi au REDAC et avec les autres membres du REDAC qui a marché ailleurs. Et depuis 2017 qu'on en parle, c'est des hommes politiques qui sont en train petit à petit de s'en accaparer. Et demain ou après-demain, nous serons les femmes. Là, c'est vraiment parti.
Oui, c'est parce qu'elle reçoit un Et là, coup de fil. Non, il y a quelqu'un qui l'appelle et c'est ça qui fait à ce que ça parte. Dans la diversion, exactement, effectivement. Donc, je dis et je répète, nous n'avons pas besoin vraiment de nous. C'est bien ce que vous faites. Il ne faut pas se pleurer. Ce que vous faites là tous les dimanches, c'est bien. Il faut édifier, il faut former. C'est aussi un de formation. Ce qu'on est là, on apprend ensemble. On apprend même avec ça, se connaître. On apprend beaucoup des unes et des autres, mais il faut aller au-delà. La deuxième chose, c'est l'unité d'abord des forces, l'union des forces, l'union des forces. On n'est pas, il y a des gens qui ne savent pas comment ça se fait que ça fait 10 ans, Maître Alice comme moi, au niveau du REDAC, on n'a rien entendu. Vous pensez que nous sommes toujours d'accord sur tout? Non, c'est parce que nous avons un projet. Nous avons ensemble ce projet-là et quelles que soient les petites divergences, nous avons au moins un idéal ensemble. Il faut d'abord que nous ayons un idéal commun. Il ne suffit pas de dire que Bia doit partir. Ce n'est pas un idéal. Quand tu as dit ça, alors on fait comment? C'est ça le problème. Le problème, c'est là. Quand on dit Bia, bon, j'entends souvent des gens dire qu'ils partent d'abord. Mais s'ils partent d'abord là, où on sommes là, nous allons faire quoi? Donc, non, on ne peut pas, c'est irresponsable de dire qu'ils partent d'abord. On construit un projet. Et quand on est en conflit, comme on est en conflit là, on fait même un projet sur la paix pour qu'il est inclusif, pour qu'il y ait tout le monde, pour qu'au sorti, n'est-ce pas, de cela, chacun trouve son petit gâteau, chacun trouve la paix intérieure. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour cela que moi, je vous conjure que nous sommes prêts, en tout cas, en ce qui me concerne, et je peux aussi parler au nom de Tata Alice, nous sommes prêts à vous accompagner pour que que les femmes de la diaspora soient d'abord ensemble et que nous travaillons sur ce projet-là et que chacun prenne une partie de ce projet-là. Ça peut être une question de la justice transitionnelle, comme je disais, une question de la justice pénale, une question de réparation psychologique, réparation physique, réparation matérielle, une question de la forme de l'État, une question du système électoral, une autre question de la reconstruction même déjà de ces régions-là. J'étais au Rwanda, j'ai été au gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais m'a amené, ils ont créé ce qu'ils avaient appelé le village de réconciliation. Donc, ils ont créé tout un village où ils ont pris des gens, ils les ont mis ensemble. Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'il va falloir prendre des anglophones et des francophones, les mettre dans un village ensemble pour que les blessures se pensent. Ou alors prendre les anglophones, les Bassa, les Bamilekins, tout ce monde, aller faire un village de réconciliation. Parce qu'il nous faut des villages et des villages de réconciliation. C'est tout un projet. Ça ne peut pas se passer demain ou après-demain. Que ceux qui pensent que demain, là, on a gagné, il faut bien qu'ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils arrêtent tout de suite. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans une réunion et on ne fait que m'appeler. Il est 18h13. Je vais avoir du mal à terminer parce que la personne est déjà en bas. Je suis un peu embêtée parce que c'est très bien ce que vous avez fait là comme panel aujourd'hui. Vous avez touché le fond. Et je dis que dans ce projet-là, il faut que les femmes et les jeunes filles prennent le leadership. Donc, partout où il y a eu les résolutions de conflits correctement qui ont abouti, n'est-ce pas, la réconciliation, c'est des femmes qui étaient devant et des jeunes filles et qui ont pris des coups. Parce qu'il faut savoir que vous allez prendre des coups. Une révolution où les gens pensent qu'ils ne vont pas prendre des coups, ce n'est pas. Donc, dès qu'on vous donne des coups, vous vous séparez, ça ne peut pas marcher. On va vous donner des coups, beaucoup de coups, plus que ça. À la limite, même, oh, oui, Jacques, tu es là. Hein? On va vous donner des coups, et même des coups, même là-bas. Ceux qui connaissent l'histoire, vous savez très bien que les gens du régime, le régime du Biya, envoyaient des gens, les barbouzes, tuer des gens de l'autre côté.
ça risque d'arriver si on sent que vous êtes dispersés parce qu'on faut accueillir un à un. C'est de ça qu'il est question. C'est la dictature. Les dictatures ne s'amusent pas. Quand on est en lutte avec une dictature, on est d'abord soudés et on a un projet. Et on s'organise, on est trop désorganisé, on est trop dispersé et c'est ça qui est un problème. Bon, je reviens dans une minute. Je parle quelqu'un. OK, excellent, parfait. Voilà, je vais retourner vers toi, Aniela. Donc, Aniela, tu vas activer ton micro. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce que je retiens ici, c'est que ce que j'ai retenu des propos, hein, parce qu'il faut qu'on reste quand même focus sur le thème du sujet, c'est on parle ici du leadership de la femme, hein, sa place qu'elle va prendre dans le NOZO. Alors, Maximilien nous a proposé trois pistes qui étaient d'intervenir de façon politique, économique et sociale. Et elle a constaté qu'au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de groupes qui sont investis dans le social. Et nous lui avons dit que nous, les Bobitana, nous sommes ouverts pour l'instant, pas les Bobitana, excusez-moi, nous, les femmes indignées, nous sommes ouverts pour l'aspect politique et ce qui va passer par le lobbying et autres. Bon, tantôt, elle vient de parler parce que là, nous sommes au niveau des solutions, les actions concrètes qu'il faut faire. Elle a pensé à des actions moyen terme, court terme, moyen terme, long terme, et il faut être plus offensif que sur la défensive. Maintenant, ce qui nous a amené sur le point commission vérité et il faut qu'il y ait une commission vérité, justice et réflexion. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de faire la révolution, de faire le changement dans notre Cameroun, c'est utiliser le conflit, pas dans le sens mauvais, dans le sens positif, c'est qu'on ne peut pas nier, il y a un génocide dans le NOZO, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, de par les enjeux politiques et tout le reste qui existe, il serait plus stratégique pour nous tous de partir du problème du NOZO pour tenter d'avoir des pistes de réflexion par rapport à cette résolution. Et pour ce faire, tout doit partir par une commission vérité, justice et réflexion. Et ce qu'elle a proposé, c'est qu'au niveau de la diaspora, nous devons mettre sur pied des comités. Mais cependant, qu'est-ce qu'elle constate? C'est qu'il y a beaucoup de divisions parce que notamment, elle suggère que ce soit plus le leadership à ce niveau-là doit être pris par les femmes. Et elle est triste de constater que même les femmes, même déjà, sont divisées dans la diaspora et que c'est là aussi un autre problème qui se pose. Bon, avant que moi je donne ma réponse ou ma solution par rapport à ce qu'elle a dit, j'aimerais t'entendre sur ces points-là. Oui, merci à Maximilienne parce que là, vraiment, elle est vraiment aguerrie. Elle a tout le bagage qu'il faut pour résoudre les problèmes de conflit dans le NOZO et tout ça. Mais nous voyons que nous nous heurtons à un gouvernement de mauvaise foi parce que en fait, toutes ces solutions dont elle est en train de bosser, c'est des solutions. Les gens du gouvernement, ce n'est pas des gens nés de la dernière pluie, c'est des gens qui ont fait des grosses études. Il faut les voir devant les télévisions. On a été dans l'université à Sorbonne, on est professeur en ceci, on est docteur en cela. Bon, donc ça veut dire quoi? C'est des gens qui savent vraiment comment faire pour arrêter ces conflits. Ils savent comment faire pour organiser un dialogue
organiser tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Mais ils le font exprès de piétiner sur toutes les résolutions que Maître Alice comme Madame Maximilienne et tous les autres leaders de la crise anglophone sont en train de proposer. Donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est que nous autres, nous ne pouvons que continuer notre activisme. Et j'ai toujours déploré le fait que nous, les combattants, et je l'ai dit même dans un direct, nous, les combattants, nous sommes toujours en train de nous combattre. Les combattants sont en train de se combattre. Et ils sont vraiment sur la défensive aussi, comme vous pouvez, comme l'a dit Madame Maximilienne. Les combattants sont là, dès que vous les voyez faire des directs, c'est pour répondre à un tel qui l'a insulté, c'est pour répondre à ceci qui l'a insulté. Donc vraiment, nous implorons tout le peuple camerounais qui est meurtri. Parce que je peux vous dire que même ceux qui ne bougent pas, même ceux qui sont là dans leur coin pour regarder, ils pleurent. Ils pleurent. Parce que le Cameroun est un pays qui regorge d'énormes richesses, d'énormes potentialités, mais nous sommes les derniers, pratiquement les derniers dans le monde. Donc, tout le peuple camerounais est en train de souffrir dans sa chair. Donc, nous avons intérêt à être groupés, même si on ne s'entend pas, du moment où on doit se lever pour défendre une cause, il faudrait que tout le monde s'y mette. Que tout le monde s'y mette, pour défendre cette cause-là. Et c'est ainsi que nous pourrons trouver la solution. On sait, même ceux qui soutiennent le gouvernement Biya savent que nous ne partons qu'en rang dispersé. Nous sommes tellement dispersés que et pour mieux détruire les gens, il faut les disperser. Et c'est ça, c'est ce défaut-là que le gouvernement dictatorial utilise pour continuer à régner et commettre le génocide qui est en train de se perpétrer dans le Nozo. Donc, nous, au niveau de la diaspora, nous devons déjà, je commence à comprendre beaucoup de choses qui se passent et j'implore les autres à se retourner aussi vers les anciens, comme on dit souvent dans les blagues, les anciens combattants, ou alors les aînés de la lutte, pour qu'ils recadrent beaucoup de personnes et beaucoup de gens, parce qu'on voit en eux qu'ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de potentialité, mais du moment où ils sont dispersés, on n'a personne pour les regarder et ils se mettent à verser leur énergie dans les guerres intimes, les guerres, disons, fratricides encore entre nous. Donc, vraiment, nous devons tirer beaucoup d'expérience sur les explications de Madame Maximilienne qu'elle est en train de nous donner là. Et à partir de ça, on doit aller de l'avant. Parce que de toutes les façons, c'est un combat qui ne va pas être gagné d'aussi facilement. Il faudra beaucoup de tact et beaucoup de persévérance, beaucoup de ténacité pour réussir à gagner ce combat. Merci. Excellent, Aniela. Bon, je ne sais pas, est-ce que Marie-Victoire veut rajouter quelque chose là-dessus? Sinon, on passe à la dernière question. Oui, Eva. Oui, Ida, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien. Ah oui. Donc, je disais, ce que je comprends, c'est que nous devons avoir notre agenda, nous, dans la diaspora. Il faut redéfinir ce combat. Nous ne devons plus, parce que Paul Biya, il n'est plus là. Nous n'allons plus suivre Paul Biya, nous n'allons plus suivre. Donc, il faut qu'on revoie complètement ce combat. Et selon ce que j'ai entendu, c'est pas la révision du code électoral qui doit être la priorité, c'est pas des élections,
Sinon, cela veut dire que nous oublions carrément cette partie du Cameroun anglophone, dont le plus important là maintenant, c'est demander l'arrêt de cette guerre pour pouvoir passer à des solutions, en fait, trouver des solutions pour avoir une paix dans la région et la reconstruction, que ce soit morale, que ce soit physique, psychologique. Donc, voilà ce que j'ai entendu. Les priorités à l'heure actuelle, c'est pas la révision du code électoral, c'est l'arrêt de la guerre. Et que nous devons nous mobiliser. Déjà, nous, les FIT, nous devons choisir un axe sur lequel nous allons évoluer et voilà, travailler puis évoluer dessus. Donc, voilà ce que moi j'ai compris. Oui, effectivement, Marie-Victoire, moi, je vais dans ton sens. Hein. Maximilien a parlé de la division dans le combat, des femmes divisées. Bon, comme j'ai dit en début, on est divisé pas parce qu'on voulait, on est divisé parce que parfois, mieux vaut évoluer divisé que de ne pas évoluer parce qu'il y a certains groupes mis ensemble, au lieu de se mettre pour être concentrés pour le travail, vont plutôt se mettre à discuter autre chose que le travail. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai aimé son idée de comité. Elle peut chapeauter le comité. Et puis, chacune des commissions a justement, comme elle a divisé des thèmes ou des sujets ou des agendas par commission, chacune de ces entités, comme nous, les femmes indignées CONAP, nous, on en prend une, on en prend une de ces comités. Les Bobitana peuvent en prendre une autre, les Amazones originelles peuvent en prendre une autre, les Amazones de France peuvent en prendre une autre, les Amazones de UK peuvent en prendre une autre. Donc, chacune, on travaille sur une des parties qui nous sont attitrées et on met tout ensemble pour former un document. Donc, moi, voilà comment, effectivement, moi, je trouve que ça va aussi être une bonne stratégie de pouvoir travailler ensemble. Donc, on va donc passer à la dernière partie de notre émission, qui est la dernière question. Si on revient sur notre débat, hein, où on parle du leadership de la femme dans le NOZO, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment, vu que les liens sont déchirés en ce moment, les familles sont déchirées, les familles sont divisées, les familles sont blessées, les femmes ne peuvent même plus avoir un courage de se partir en commerce. Je veux me retourner vers toi, Agnella. Comment est-ce que tu penses que une fois peut-être que on a eu droit à cette table, à cette commission, et qu'on réussisse à résoudre le problème, quelle est la piste de solution qu'on pourrait avoir pour rétisser les liens familiaux et sociaux auprès de ces familles-là? Merci de me repasser la parole, Ida. Je voudrais dire d'abord, je veux raconter une histoire, aller déjà de la genèse de la femme. Donc, pendant plus de 1000 siècles avant, 1000 siècles avant Jésus-Christ, la femme, la société africaine était matriarcale. Donc, ce qui fait que les femmes avaient le rôle de guerrières et même femmes chefs de ménage. Donc, bien que l'Afrique soit le berceau de l'humanité, la femme, le continent africain est le seul continent où c'est la femme qui était la guerrière, très courageuse, intrépide et vraiment des farouches. C'était des femmes qui organisaient la société. C'était des femmes qui organisaient la société. Et je crois qu'elles ont gardé ces gènes en elles. Elles ont gardé ces gènes en elles et je ne trouve pas, si on leur donnait la possibilité, parce que paradoxalement, la genèse de la Bible est venue nous dire que la femme a été sortie de la côte de l'homme et elle doit être soumise, elle doit être son compagnon et machin et tout. Et donc, ça, vous comprenez, ça a donné
la possibilité aux gens de renverser ce pouvoir qu'avait la femme et de le transmettre de manière orchestrée à des concurrents et des concurrents qui étaient des hommes. Donc aujourd'hui, la femme, malgré tout ce qui est en train de se passer, elle est faible de nos jours, mais on oublie qu'en elle, c'est une guerrière cachée. Donc la femme a la possibilité de se relever, quels que soient les coups durs qu'elle puisse encaisser. Donc pour ce qui est de la résolution des conflits, dès que la possibilité sera offerte à la femme, on va se regrouper, elles vont se regrouper, comme on s'est dit tantôt, comme la dame a expliqué tantôt, les femmes auront à savent mieux s'organiser et voilà, tout sera fait et les choses seront résolues quand le moment viendra où la femme pourra se positionner. Excellent, merci beaucoup, Ranier-Lama. Je vais me tourner, je me tourne maintenant vers Marie-Victoire. Alors, Marie-Victoire, pour la dernière question de notre direct, le dernier point de notre direct. Alors, comment tisser les liens? Comment penser les blessures? À la fin, lorsqu'on aura réussi de mettre en place cette commission et qui a pu trouver un conflit à l'oiseau. Juste dire à notre fille canarielle là qu'on entend sa voix juste ici. Sabine, on entend ta voix, s'il te plaît. Donc, je crois que je vais peut-être me déplacer. Ok, parfait. Attends, je vais un peu me déplacer, je vais monter et puis voilà. Parfait. Donc, qu'est-ce que... Attends. Non, je vais y aller, quoi. Bon, comme le disait tout à l'heure Maximilien, il faut d'abord mettre tout en place. Il ne faut pas seulement dire attendons la fin de attendons le départ de Paul Biya pour pouvoir penser. Donc, c'est pour ça qu'elle nous invite à, je crois, à constituer des collectifs de femmes et à traiter et à penser à tous ces problèmes. Donc, ce collectif de femmes devra prendre en compte dans ce processus de paix les traumatismes individuels et collectifs qui ont été engendrés par les viols, les enlèvements, les assassinats et les abus sur les femmes et les enfants. Ces leaders doivent développer des stratégies et des techniques de suivi, donc par exemple organiser des groupes de parole et d'écoute avec l'aide des psychologues, des psychologues pour aider les populations victimes. On peut mettre aussi en place un devoir de mémoire pour les victimes parce que je crois que c'est ce qui se passe actuellement au Rwanda parce que comme le dit Maximilien, elles ont voyagé, elles ont vu ce qui s'est passé ailleurs et là, elles sont en train de mettre en place les mêmes idées reçues de l'autre côté. Je crois qu'il y a le pardon. Il faut pardonner, il faut mettre ces comités de pardon, amener des gens à comprendre que pour avancer, il faut pardonner. Pour espérer retisser ces liens sociaux et familiaux. Elle parlait par exemple des villages où on devait avoir tout le monde ensemble. Je crois qu'il y a un problème parce que Sabine de l'autre côté aussi est en live, donc je crois que je vais m'arrêter pour qu'on puisse parler d'autres choses. Donc, en fait, il faut des mesures, en général, il faut des mesures d'accompagnement qui permettront à tous ceux qui ont tout perdu de refaire, d'avoir une autre dignité et de reprendre un goût à la vie. Excellent. Donc, si tu peux te déplacer alors pendant que de toutes les façons, on est à la fin du direct. On est pratiquement en train de donner le mot de la fin. Donc, voilà, donc c'est quasiment la fin de ce direct. Hein. On est déjà quasiment, il est déjà, je crois, chez vous, 18h30. Nous sommes à la fin de ce direct. Donc,
Alors, Agnella, on va faire un dernier tour de table. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de notre direct et qu'est-ce qu'on s'entreprend à faire dès demain? Il y a eu beaucoup de choses que Maximilien nous a parlé et on aimerait savoir dès la fin de ce direct-là, dès demain, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce direct et ensuite tu pourras donner ton mot de la fin. Ce que je peux retenir de notre direct, c'est que Maximilien nous a expliqué exactement comment est-ce que les procédures peuvent être engagées pour la résolution du conflit, parce que c'est de ça qu'il est question. Le conflit, pour arrêter le conflit dans le Noto et pour surtout neutraliser les dictateurs. Bon, mais nous devons tenir compte aussi que ce n'est pas des gens qui vont se laisser faire, parce que là, ils sont assis dans leur pouvoir, ils sont dans leur bien-être. On ne va pas leur arracher la cuillère de la bouche comme ça. Ce ne sera pas aisé. Donc, par conséquent, nous, les activistes et les combattants, nous avons à mettre un programme, un plan d'action sur pied. Et pour ce faire, nous déjà, nous devons être aussi unis. Nous ne devons plus continuer à aller en rang dispersé comme nous sommes déjà là. Nous sommes complètement dispersés. Donc, quand on est unis, on est plus fort. Donc, tout le monde le sait. Donc, entre-temps, nous devons suivre aussi des conseils des grands comme les maîtres Alice comme et beaucoup d'autres anciens de la Révolution. Nous devons les écouter aussi plus. Ça nous donnera aussi beaucoup d'idées pour mener à bien notre combat. Et nous devons, qu'est-ce qu'elle a dit aussi, avoir une ligne de, comment on appelle ça, une ligne d'action, avoir un programme d'action bien organisé. On a déjà marre même de chanter tous les jours, Biya doit partir, Biya doit partir. On est en train de comprendre que Biya ne partira pas, y compris la France qui soutient les dictateurs. Nous pouvons voir seulement dans les autres pays d'Afrique à côté, là, pendant qu'ils se battent pour mettre un nouveau président, c'est la France qui arrive avec sa base militaire et tout pour empêcher de faire partie l'ancien qui se pérennise au pouvoir. Donc, vous voyez que ce n'est pas chez nous que ce sera le contraire. Tout au contraire, ils sont en train de fabriquer le Cameroun comme si c'était un royaume. On prépare déjà le fils du président pour qu'il devienne président. Donc, nous, nous autres, nous avons intérêt donc à rester groupés, à mener tous un combat de fond ensemble. Donc, nous devons arrêter les problèmes de leadership ou bien les problèmes je ne sais plus, des problèmes de bas étage que je trouve dans les réseaux sociaux orchestrés par des combattants tout le temps. Donc, maintenant, ça suffit. Nous sommes en train de voir que le combat n'est pas facile et ce n'est pas prêt de s'arrêter là maintenant. Donc, aux armes, citoyens. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Agnella, pour cette conclusion et ton mot de la fin. Je vais me tourner maintenant pour la fille de Marie-Victoire. Marie-Victoire, qu'est-ce qu'on retient au sortir de ce direct et qu'est-ce que dès demain matin, on s'engage à faire? Et ton mot de la fin. Je vais te demander d'activer ton micro. Et activer le micro. Oui, comme tu dis, dès demain matin, aujourd'hui c'est dimanche, dès demain matin, nous serons déjà dehors à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Nous allons rendre hommage à toutes ces femmes qui sont aujourd'hui dans les prisons, en particulier Mama Pilon et puis tous les prisonniers, toutes les femmes
prisonnières anglophones. Donc, voilà une petite action en leur faveur et demander l'arrêt de cette guerre. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons que les conflits armés touchent beaucoup plus, presque à 90%, les femmes et les filles du fait de leur statut social et de leur sexe. De ce fait, les femmes du Nozo doivent continuer à assurer la suivi de leur famille, mais doivent de plus en plus s'impliquer dans des mouvements de défense de la paix, en sensibilisant leur communauté à une culture de la paix, mais aussi faire partie des rencontres de négociation de paix dont nous devons de plus en plus nous impliquer, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la diaspora. Les femmes doivent continuer à se mobiliser, à s'indigner, à se rassembler dans des groupes et les associations du Cameroun et dans la diaspora parce que les victimes aujourd'hui, 90% des victimes, ce sont les femmes et ce sont les enfants. Et il n'y a que nous qui pouvons comprendre ce problème et qui pouvons trouver des solutions adéquates. Donc, nous devons toujours continuer à demander l'arrêt de cette guerre et les FIT sont de sortie demain. Et ensuite, nous allons tenir compte des conseils de notre invité Maximilienne Gombe et ensemble, nous allons avancer. Si les autres, nous proposerons bien sûr aux autres groupes de femmes d'aller dans la même direction, si elles le veulent bien. Je crois que nous sommes arrivés à un niveau dans la diaspora où nous ne savons plus quoi faire dans cet activisme. Et là, il faut faire un rebond, il faut se relancer, il faut réfléchir comment aller de l'avant. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis encore aujourd'hui et à la semaine prochaine. En parlant de la semaine prochaine, est-ce qu'on a vous la parole vendredi? Je suis pas encore sûre, mais je crois on trouvera, je crois. Je suis pas très sûre parce que je suis un peu bousculée tous ces jours-ci. Donc, je verrai si on peut faire un à vous la parole vendredi prochain. Sinon, le plateau, on va voir si on pourra donner un plateau la semaine prochaine parce qu'il faut aussi le reconnaître, hein. Les filles sont un petit peu fatiguées, elles ont travaillé fort dernièrement et je crois qu'elles ont besoin d'un repos. Donc, peut-être probablement cette semaine, on va prendre un off, on va se reposer un tout petit peu pour revenir la semaine prochaine, la semaine prochaine. Donc, on verra bien, mais je crois qu'on a besoin de se reposer. Donc, sur ce, nous allons conclure ce direct et nous allons remercier notre invitée Maximilienne Ngombe qui était là. Vous avez vu, elle vous a dit qu'elle avait une réunion, donc elle a dû quitter. Donc, mais avant de partir, elle nous a donné beaucoup d'informations et nous a donné beaucoup de pistes de réflexion. Et nous, les filles, nous disons que nous sommes prêtes à faire partie de cette commission et qu'elle nous présente les différents comités qu'ils puissent avoir. Nous pouvons prendre une section d'un comité et travailler là-dessus. Comme je dis, et puis maître Aliscom, avec qui ils sont, peuvent se mettre ensemble. Ils décident les différentes commissions. Et puis, chacun des mouvements de femmes dans la diaspora peut appartenir à une. Puis, chacune va faire son travail. Puis, on va tous aller leur remettre le résultat de notre travail. On fera un bloc et on dira que les femmes de la diaspora ont travaillé. Donc, merci encore à cette invitée. Madame Ngombe, vous êtes la bienvenue pour une prochaine fois. On vous avait annoncé un invité surprise, une chance qu'on n'a pas donné son nom, mais malheureusement, cet invité n'a pas pu se joindre à nous pour une situation de dernière minute. Mais ce n'est pas grave, on va recevoir cet invité dans nos prochaines émissions. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente semaine.
Bonne journée de la femme demain. On va regarder l'action que les filles vont faire demain. Et après ça, je pense qu'on va prendre à peu près une semaine de repos et on vous reviendra la semaine d'après. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine et bonne journée de la femme. À bientôt. Bye bye. Bye. Bye.